Une semaine avant Noël, j'étais dans la cuisine en train de faire du café quand j'ai entendu des voix venant du salon. C'était Amanda, ma fille, qui parlait au téléphone. Son ton était désinvolte, insouciant, comme si elle planifiait des vacances ou choisissait une nouvelle robe. Je me suis rapproché lentement sans faire de bruit car quelque chose dans sa voix m'a arrêté. Puis je l'ai entendu le dire clairement, « Laisse-lui juste les 8 petits-enfants à garder et c'est tout. Elle n'a rien d'autre à faire de toute façon. Nous irons à l'hôtel et nous nous amuserons en paix. » J'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. Je suis resté là, paralysé derrière la porte, la tasse toujours à la main, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Ce n'était pas la première fois que j'entendais quelque chose comme ça, mais jamais de manière aussi directe, aussi froide, aussi complètement dénuée de toute considération pour moi. Amanda continuait de parler, et même de rire. Oui, Marc a déjà réservé l'hôtel sur la côte. Nous allons profiter de ces jours sans les enfants. Robert et Lucie sont d'accord aussi. Ils vont à ce complexe qu'ils voulaient en voir. Maman a de l'expérience. Elle sait comment gérer les 8. D'ailleurs, elle a déjà acheté les cadeaux et payé le dîner. Nous n'avons qu'à nous présenter le 25, manger, ouvrir les cadeaux et c'est tout. Parfait. Non, parfait. Ce mot planait dans l'air comme un poison. Parfait pour eux. Parfait pour tout le monde, sauf moi. J'ai posé la tasse sur la table, essayant soigneusement de ne pas faire de bruit. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une rage si profonde que je ne savais même pas que je l'avais en moi. Une rage qui dormait depuis des années, attendant le moment exact de se réveiller. J'ai quitté la cuisine, traversé silencieusement le couloir et monté les escaliers jusqu'à ma chambre. Chaque pas me semblait plus lourd que le précédent. J'ai fermé la porte derrière moi et me suis assise au bord du lit, regardant dans le vide. J'étais là, Hélène Anderson, 67 ans, veuve depuis 12 ans, mère de 2 enfants qui venaient de me réduire à une employée gratuite. Grand-mère de 8 petits-enfants que j'aime de tout mon cœur, mais qui ne servent apparemment que d'excuse à leurs parents pour fuir leurs responsabilités. Amanda avait 3 enfants. Robert en avait 5. 8 belles créatures que j'adorais, mais dont les propres parents étaient prêts à me les jeter comme si j'étais un service de garde d'enfants 24 heures sur 24. J'ai regardé autour de ma chambre. Les murs étaient couverts de photos de famille, anniversaires, remises de diplômes, première communion. Sur toutes ces photos, j'étais là, toujours présente, toujours souriante, toujours en train de tenir quelqu'un, de servir quelque chose, d'organiser tout en arrière-plan. Mais sur aucune de ces photos je n'étais le centre. Lors d'aucune de ces célébrations, personne n'avait pensé à moi en premier. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au placard. Là se trouvaient les sacs de cadeaux que j'avais achetés au cours des 3 derniers mois. 8 cadeaux soigneusement choisis pour chacun de mes petits-enfants. Jouets, vêtements, livres. J'avais dépensé plus de $1200 au total. De l'argent qui venait de ma pension, ce qui n'était pas beaucoup, mais que j'avais toujours géré avec soin pour pouvoir leur offrir quelque chose de spécial pour Noël. Il y avait aussi le reçu du supermarché où j'avais prépayé tout le dîner pour 18 personnes. Dinde, accompagnement, dessert, boisson, $900 de plus qui sont sortis de ma poche sans que personne ne le demande. Je l'ai juste fait parce que je pensais que c'était ainsi que l'on montrait son amour. Je pensais que si je donnais assez, j'obtiendrais finalement quelque chose en retour. Comme j'avais été naïve. Je me suis assise de nouveau sur le lit et j'ai fermé les yeux. Les souvenirs ont commencé à affluer par vagues. Noël dernier, j'avais cuisiné pendant 2 jours entiers. Amanda et Marc sont arrivés tard, ont mangé rapidement et sont partis tôt parce qu'ils avaient une fête avec des amis. Robert et Lucie ont fait de même. Les enfants sont restés avec moi jusqu'à minuit. Je les ai baignés, couchés sur les matelas que j'avais installés dans le salon, et je suis resté éveillé à les regarder pendant que leurs parents trinquaient ailleurs. Noël il y a 2 ans, la même chose. J'ai tout préparé. Ils ont tout consommé. Et à la fin de la journée, je me suis retrouvé seul à ramasser les assiettes sales et les jouets cassés en écoutant l'écho du silence dans ma maison. Et ainsi de suite année après année. Anniversaire, fête de remise de diplôme, célébrations de toutes sortes. J'étais toujours celle qui était à la cuisine, celle qui nettoyait, celle qui gardait les enfants pendant que tout le monde s'amusait. Mais mon anniversaire, mon anniversaire. Ce jour-là, personne ne s'en souvenait. L'année dernière,
Amanda m'a appelé 3 jours plus tard pour me dire qu'elle avait oublié. Robert n'a même pas appelé. Il n'y a pas eu de gâteau. Il n'y a pas eu de dîner. Il n'y a rien eu. Juste un message texte d'Amanda qui disait « Désolé, maman. Ça m'a échappé. Tu sais comment c'est avec les enfants. » J'ai ouvert les yeux et j'ai de nouveau regardé les sacs cadeaux. Quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là. Ce n'était pas une rupture dramatique, pas un cri ni un sanglot incontrôlé. C'était quelque chose de beaucoup plus profond. C'était la fracture silencieuse d'une femme qui comprenait enfin qu'elle avait vécu pour tout le monde sauf pour elle-même. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au téléphone. J'ai parcouru mes contacts jusqu'à ce que je trouve le nom de Paula Smith, mon amie depuis 30 ans. Paula m'avait invité la semaine précédente à passer Noël avec elle dans une petite ville près de la plage. J'avais refusé l'invitation parce que, bien sûr, je devais être avec ma famille. J'ai composé son numéro. Il a sonné 3 fois avant qu'elle ne réponde. Hélène, quelle surprise. Comment vas-tu? Paula, ai-je dit, et ma voix est sortie plus ferme que je ne m'y attendais. Ton invitation pour Noël est-elle toujours valable? Il y a eu une brève pause à l'autre bout du fil. Puis la voix chaleureuse de Paula a répondu, bien sûr qu'elle l'est. Que s'est-il passé? Rien, ai-je menti. Ou peut-être que ce n'était pas un mensonge. Peut-être que quelque chose se passait enfin. Quelque chose d'important. J'ai juste décidé que cette année, je voulais faire les choses différemment. Ça a l'air parfait. Nous partirons le matin du 23. J'avais l'intention d'aller dans cette petite ville sur la côte où tout est calme. Pas de pression, juste du repos et l'océan. Ça a l'air exactement ce dont j'ai besoin. Nous avons raccroché et j'ai fixé le téléphone dans ma main. Quelque chose avait changé. Je ne savais pas exactement quoi, mais je le sentais. C'était comme si, après des années à porter un poids invisible, quelqu'un m'avait enfin donné la permission de le poser. Je suis redescendu à la cuisine. Amanda n'était plus dans le salon. Elle était probablement partie sans même dire au revoir comme elle le faisait toujours. J'ai pris mon carnet et j'ai commencé à écrire une liste. Ce n'était pas une liste de courses ni une liste de choses à faire pour le dîner de Noël. C'était une liste de choses que j'allais annuler. Je me suis assise dans la cuisine, le carnet ouvert devant moi. Le stylo dans ma main me semblait plus lourd que d'habitude. Dehors, le soleil de décembre commençait à se coucher derrière les bâtiments, peignant tout en orange et gris. En moi, quelque chose d'obscur commençait aussi à bouger. J'ai écrit la première ligne, annuler la commande du supermarché. $900 qui retourneraient sur mon compte. $900 que j'avais économisés avec peine, calculant chaque centime de ma pension pour leur offrir un dîner décent. Un dîner qu'ils n'apprécieraient même pas. J'ai écrit la deuxième ligne, rendre les cadeaux, $1200 de plus. De l'argent que j'avais économisé pendant des mois, me privant de choses dont j'avais besoin pour voir le visage de mes petits-enfants s'illuminer lorsqu'ils ouvriraient leurs cadeaux. Mais leurs parents n'allaient même pas être là pour le voir. Ils allaient être dans des hôtels, dans des complexes hôteliers, s'amusant pendant que je faisais le travail. J'ai fermé le carnet et je me suis appuyé contre la chaise. Les souvenirs ont commencé à affluer sans permission, comme ils le faisaient toujours quand j'étais seul. Je me suis souvenu de Noël il y a 5 ans. C'était le premier Noël sans mon mari. Il était décédé en octobre et j'étais encore brisé à l'intérieur, essayant de faire comme si tout allait bien. Amanda m'a appelé 2 semaines avant Noël et m'a dit « Maman, tu vas cuisiner comme d'habitude cette année, n'est-ce pas? Les enfants attendent ta dinde. Nous ne voulons pas les décevoir. » Je venais de perdre l'amour de ma vie et ma fille me demandait de cuisiner. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas proposé d'aider. Elle m'a juste rappelé mon obligation. Et je l'ai fait. J'ai cuisiné la dinde. J'ai préparé les accompagnements. J'ai décoré la maison. J'ai mis une jolie robe et j'ai souri quand tout le monde est arrivé. Personne n'a mentionné mon mari. Personne n'a porté un toast à sa mémoire. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Ils ont mangé, ouvert des cadeaux et sont partis. Je suis resté seul cette nuit-là, assise sur le canapé, regardant les restes de nourriture et me demandant si quelqu'un remarquerait si je disparaissais. Je me suis aussi souvenu de mon 65e anniversaire. C'était il y a 2 ans. Je n'attendais pas grand-chose.
Je n'en attendais jamais. Mais ce jour-là particulier, je m'étais réveillé avec une petite étincelle d'espoir. Peut-être qu'Amanda se souviendrait. Peut-être que Robert viendrait avec les enfants. Peut-être que quelqu'un me ferait sentir que mon existence comptait. J'ai attendu toute la journée. J'ai fait du café au cas où quelqu'un viendrait. J'ai cuit un petit gâteau, me sentant ridicule de le faire pour moi-même. Les heures ont passé. Le téléphone n'a pas sonné. Personne n'a frappé à la porte. À 8 heures du soir, j'ai finalement reçu un message d'Amanda. Désolé, maman. La journée a filé. Joyeux anniversaire en retard. Robert n'a même pas écrit. J'ai mangé une tranche de gâteau seul dans l'obscurité de ma cuisine, me demandant à quel moment j'étais devenu invisible pour mes propres enfants. Mais le pire n'était pas les anniversaires oubliés ou les Noëls solitaires. Le pire, c'était toutes les fois où je leur devenais utile. Je me souviens quand Amanda a eu son premier enfant. J'étais excité d'être grand-mère. Je pensais que ce serait une belle expérience que nous partagerions ensemble. Mais dès le premier jour, Amanda m'a transformé en sa nounou personnelle. Maman, viens garder le bébé. J'ai besoin de dormir. Maman, garde-le ce soir. Nous avons un dîner important. Maman, emmène-le chez le médecin. J'ai du travail. Ce n'était jamais, maman, merci. Ce n'était jamais, maman, comment vas-tu? C'était toujours, maman, j'ai besoin que tu fasses ça. Et je le faisais. Bien sûr, je le faisais parce que je pensais que c'était comme ça que ça marchait. Je pensais que si je me rendais indispensable, si je résolvais tous leurs problèmes, ils finiraient par me voir. Ils me valoriseraient. Ils m'aimeraient de la manière dont j'avais besoin d'être aimé. Mais ça n'a pas marché comme ça. Plus je donnais, plus ils demandaient. Plus je faisais, plus ils attendaient. Je suis devenu une ressource, pas une personne. Une solution, pas une mère. Robert n'était pas différent. Quand lui et Lucie ont eu leur premier enfant, l'histoire s'est répétée. Des appels à minuit parce que le bébé ne voulait pas arrêter de pleurer et qu'il ne savait pas quoi faire. Des week-ends entiers à garder les enfants parce qu'ils avaient besoin de temps pour eux. Ils ne m'ont jamais payé. Ils ne m'ont jamais vraiment remercié. Ils ont juste supposé que je serais toujours là, disponible, sans vie propre, sans besoin propre. Et le plus triste, c'est que j'ai laissé faire. J'ai appris à mes enfants à me traiter de cette façon. Chaque fois que je disais oui quand je voulais dire non. Chaque fois que je souriais alors que je me brisais à l'intérieur. Chaque fois que j'avalais ma douleur pour ne déranger personne. J'ai construit cette prison. J'ai forgé les chaînes moi-même. Je me suis levé de la chaise et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, les lumières de Noël des voisins commençaient à s'allumer. Des couleurs vives essayant d'égayer l'obscurité hivernale. Mais en moi, il n'y avait que du gris. J'ai pensé à tous les Noëls précédents. Toutes les fois où j'avais décoré cette maison seule. Tous les arbres que j'avais montés sans aide. Tous les dîners que j'avais préparés pendant que mes enfants arrivaient en retard ou n'arrivaient pas du tout. J'ai pensé à l'année dernière, quand Amanda m'a demandé de garder ses 3 enfants pendant 4 jours parce qu'elle et Marc partaient en voyage pour leur anniversaire. J'ai accepté. Bien sûr. Les enfants sont tombés malades pendant ces jours-là. Fièvres élevées, vomissements. Je n'ai pas dormi pendant 3 nuits, m'occupant d'eux, les emmenant chez le médecin, leur donnant des médicaments. Quand Amanda est revenue, bronzée et reposée, la première chose qu'elle m'a dite a été « Maman, les enfants ont l'air terribles. Qu'est-ce que tu leur as donné à manger ?» Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle ne m'a pas remercié d'être restée éveillée toute la nuit. Elle m'a blâmé. Et je n'ai rien dit. J'ai juste baissé la tête et me suis excusé. Je me suis également souvenu quand Robert m'a demandé de l'argent il y a 2 ans. Il avait besoin de rembourser une dette et m'a assuré qu'il me rembourserait dans 3 mois. C'était $2000. Presque tout ce que j'avais économisé pour les urgences. Je lui ai donné l'argent. 3 mois se sont écoulés, 6 mois se sont écoulés, 1 an s'est écoulé. Il ne m'a jamais remboursé. Et quand j'ai enfin rassemblé le courage de lui poser la question, il m'a regardé comme si j'étais l'égoïste. Maman, je suis dans une situation difficile en ce moment. Je ne peux pas te donner cet argent. Je pensais que tu me l'avais donné en cadeau.
Tu es ma mère. Tu es censé m'aider sans rien attendre en retour. J'étais sans voix parce qu'il avait raison sur un point. J'avais toujours donné sans rien attendre en retour. Mais cela ne signifiait pas que ça ne faisait pas mal. Cela ne signifiait pas que je ne me sentais pas utilisé. Je suis retourné à la table et j'ai rouvert le carnet. J'ai commencé à écrire une liste différente. Ce n'était pas une liste de choses à annuler. C'était une liste de toutes les fois où j'avais été invisible. Mon 63e anniversaire, personne n'est venu. La fête des mères l'année dernière. J'ai reçu un message texte générique. Noël il y a 3 ans. J'ai cuisiné pour 15 personnes. Personne n'est resté pour m'aider à nettoyer. La fois où j'étais à l'hôpital pour une infection, Amanda a dit qu'elle ne pouvait pas venir me voir parce qu'elle avait du yoga. Quand j'ai vendu les bijoux de ma mère pour aider Robert avec son entreprise, il ne m'a jamais remercié. La liste s'est allongée page après page. Des années et des années de moments où j'avais été traité comme secondaire, comme quelqu'un dont l'existence ne comptait que lorsque cela était pratique pour les autres. Quand j'ai fini d'écrire, j'ai regardé les pages pleines d'encre noire et j'ai réalisé quelque chose. J'avais cessé d'exister pour eux il y a longtemps. J'étais devenu une fonction, un service. Je n'étais plus Hélène. Je n'étais plus la femme qui avait des rêves, des désirs, des besoins. J'étais juste maman, celle qui résout les problèmes, grand-mère, la soignante, elle, celle qui est toujours disponible. J'ai fermé le carnet avec force. Le bruit a résonné dans la cuisine vide. Quelque chose en moi s'est durci à ce moment-là. Ce n'était pas de la haine. Ce n'était pas de la vengeance. C'était quelque chose de beaucoup plus simple et plus puissant. C'était la décision de ne plus jamais disparaître. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis resté éveillé à fixer le plafond, écoutant le silence de la maison. Un silence que je connaissais trop bien. Le même silence qui avait été mon compagnon pendant les 12 dernières années, depuis que mon mari était décédé et m'avait laissé seul dans ce monde. Mais je n'étais pas vraiment seul, n'est-ce pas? J'avais 2 enfants. J'avais 8 petits-enfants. J'avais une famille. Ou du moins c'est ce que je croyais. Ce que j'avais cru si longtemps. Je suis sorti du lit vers 3 heures du matin et je suis descendu au salon. J'ai allumé une petite lampe et je me suis assise sur le canapé. Devant moi, sur le mur, se trouvait le grand portrait de famille que nous avions pris il y a 4 ans. Nous étions tous là, Amanda avec Marc et leurs 3 enfants, Robert avec Lucie et leurs 5 enfants, et moi au centre, souriante. Mais en regardant cette photo, quelque chose m'a frappé avec une force brutale. Je n'étais pas vraiment au centre. J'étais à l'arrière-plan, presque caché derrière tout le monde, comme si le photographe avait décidé que ma présence n'était pas assez importante pour être mise en valeur. Je me suis approché de la photo et je l'ai regardée plus attentivement. Amanda était au premier plan, parfaitement maquillée avec un sourire radieux. Robert était à côté d'elle avec ce regard confiant qu'il avait toujours. Les enfants, beaux, pleins de vie. Marc et Lucie posant comme s'ils étaient dans un magazine. Et moi. J'étais à l'arrière-plan, petite, floue, presque invisible. Je me suis souvenu du jour où nous avons pris cette photo. C'était l'idée d'Amanda. Maman, il nous faut une photo de famille professionnelle, quelque chose que nous pourrons encadrer et mettre dans le salon. J'étais excité. Je pensais qu'il y aurait enfin un souvenir où nous serions tous ensemble, unis. Mais quand nous sommes arrivés au studio, le photographe a commencé à arranger tout le monde. Il a mis Amanda et Robert au premier plan. Il a arrangé les petits-enfants autour d'eux. Il a placé Marc et Lucie dans des positions stratégiques, puis il m'a regardé et a dit, « Vous, madame, mettez-vous à l'arrière-plan. Comme ça, vous ne cachez personne. » J'ai obéi comme toujours. Je me suis mise à l'arrière-plan. Je n'ai caché personne. J'ai laissé tout le monde briller pendant que je restais dans l'ombre. Amanda a examiné les photos et était ravie. C'est magnifique, maman. Tu es parfaite à l'arrière-plan. Parfaite à l'arrière-plan. Ces mots me brûlaient maintenant comme de l'acide. Je me suis éloigné du portrait et j'ai marché vers l'autre côté du salon où se trouvait une petite étagère avec plus de photos. Photos d'anniversaire, de remise de diplôme, de fête. J'ai commencé à les regarder une par une. Sur la photo de la remise de diplôme d'Amanda, je n'étais pas là.
Elle m'avait dit qu'il n'y avait des billets que pour son mari et ses enfants. Tu comprends, maman? L'espace est limité. J'ai compris. J'ai toujours compris. Sur la photo du baptême du premier enfant de Robert, j'étais coupé en deux. Quelqu'un avait décidé que la partie importante de la photo était le bébé et les parents. Mon visage était fendu par le bord du cadre. Sur la photo de Noël d'il y a 3 ans, j'étais dans la cuisine à servir de la nourriture. Je n'étais pas à table avec eux. Je ne portais pas de toast. Je travaillais comme toujours. J'ai continué à regarder photo après photo. Et sur toutes, c'était la même chose. J'étais absente, coupée, floue, ou simplement en arrière-plan à faire quelque chose d'utile. Je n'étais jamais le centre. Je n'étais jamais la protagoniste. J'étais toujours l'accessoire. Je me suis assise de nouveau sur le canapé avec un vieil album entre les mains. C'était un album de quand mes enfants étaient petits. Des photos de quand Amanda avait 5 ans et Robert 7. Des photos d'anniversaire, de vacances à la plage, d'après-midi au parc. Sur toutes ces photos, j'étais présente, souriante, les serrant dans mes bras, les embrassant, étant leur maman. À quel moment ai-je cessé d'être leur maman pour devenir leur servante? Je me suis souvenu d'un moment précis. Amanda avait 16 ans. Elle était rentrée de l'école furieuse parce qu'une amie l'avait trahie. Je cuisinais, mais j'ai tout laissé tomber pour l'écouter. Je suis resté avec elle pendant 2 heures, essuyant ses larmes, lui donnant des conseils, la faisant rire. À la fin, elle m'a serré dans ses bras et a dit « Merci, maman. Tu es la meilleure. Tu es toujours là quand j'ai besoin de toi. Tu es toujours là quand j'ai besoin de toi. » Cette phrase avait été une bénédiction alors. Maintenant, je la voyais comme une malédiction car j'ai réalisé que c'était exactement ce que j'étais pour eux. Quelqu'un qui était là quand ils avaient besoin de moi. Pas quelqu'un qui existait par elle-même, pas quelqu'un avec ses propres besoins, juste quelqu'un de disponible pour résoudre leurs problèmes. Et avec Robert, ça avait été la même chose. Je me suis souvenu de quand il avait 20 ans et traversait une rupture difficile. Il est venu chez moi au milieu de la nuit en pleurant. Je suis resté éveillé avec lui toute la nuit. Je lui ai fait du thé. Je l'ai serré dans mes bras. Je lui ai dit que tout irait bien. Il m'a dit, je ne sais pas ce que je ferais sans toi, maman. Tu sais toujours comment arranger les choses. Tu sais toujours comment arranger les choses. Une autre malédiction déguisée en compliment. Parce que c'est ce que je faisais. J'arrangeais les choses. Je résolvais les problèmes. J'étais disponible. Et quelque part en chemin, j'ai cessé d'être une personne pour devenir un outil. J'ai fermé l'album et je l'ai mis de côté. Mes mains tremblaient, non pas de froid, mais d'une rage contenue. Je me suis souvenu de la fête des mères l'année dernière. Ce jour qui est censé honorer les mères, les faire se sentir spéciales, les remercier pour tout ce qu'elles ont fait. Amanda m'a envoyé un message texte à 11 h du matin. Joyeuse fête des mères, maman. Nous t'aimons tellement. Avec un emoji cœur à la fin. C'était tout. Un message générique qu'elle a probablement envoyé de son lit sans même y penser. Robert m'a appelé à 15 h. Salut, maman. Joyeuse fête des mères. Et, tu peux garder les enfants le week-end prochain? Lucie et moi devons sortir. Même à la fête des mères, je ne pouvais pas simplement être la mère. Je devais encore être la nounou. Je leur ai dit oui, comme toujours. Et j'ai passé cette journée seule à cuisiner pour moi-même, faisant semblant de ne pas m'en soucier. Mais je m'en souciais. Mon Dieu, comme je m'en souciais. Je me suis levé du canapé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, la rue était vide. Les lumières de Noël des voisins étaient toujours allumées, scintillant dans l'obscurité. Vert, rouge, or, des couleurs qui promettaient la joie, des couleurs qui mentaient. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais mis ces mêmes lumières dans ma maison. Toutes les fois où j'avais décoré l'arbre seul. Toutes les fois où j'avais essayé de créer une atmosphère chaleureuse et accueillante pour ma famille. Et qu'avais-je obtenu en retour? Rien. Absolument rien. Je me suis souvenu de l'année où je suis tombé malade. C'était il y a 3 ans. Une mauvaise pneumonie qui m'a cloué au lit pendant 2 semaines. Le médecin m'a dit que j'avais besoin d'un repos complet et que quelqu'un devait prendre soin de moi. J'ai appelé Amanda.
Maman, je ne peux pas. Les enfants ont des activités et Marc est occupé par le travail, mais je peux t'envoyer de la soupe. Qu'en penses-tu? Elle n'a jamais envoyé la soupe. J'ai appelé Robert. Maman, cette semaine est compliquée. Lucie a un événement important et j'ai des réunions, mais je t'appellerai plus tard. D'accord. Il n'a pas appelé. J'ai passé ces 2 semaines seul, me traînant jusqu'à la cuisine pour me préparer quelque chose à manger, prenant des médicaments les mains tremblantes, dormant dans la sueur et la fièvre sans personne pour me mettre un chiffon froid sur le front. Et quand j'ai finalement récupéré et que j'ai été de nouveau disponible pour eux, personne n'a demandé comment j'allais. Ils ont juste recommencé à appeler quand ils avaient besoin de quelque chose. Maman, tu peux garder les enfants? Maman, tu peux me prêter de l'argent? Maman, j'ai besoin que tu viennes m'aider avec ça. Toujours besoin, jamais donné. Je me suis éloigné de la fenêtre et je suis retourné au canapé. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert la galerie de photos. J'ai commencé à regarder les photos récentes. Des photos qu'Amanda et Robert publiaient sur leurs réseaux sociaux. Ils étaient là, souriants, heureux dans des restaurants élégants, en voyage à la plage, lors de fêtes avec des amis, vivant leur vie parfaite. Et sur aucune de ces photos je n'apparaissais parce que je ne faisais pas partie de leur vie parfaite. Je faisais partie de leurs obligations, de leurs fardeaux, des choses qu'ils devaient tolérer mais pas célébrer. J'ai continué à faire défiler. J'ai trouvé une photo d'il y a 6 mois. C'était l'anniversaire de Marc. Amanda avait organisé une grande fête. Il y avait de la nourriture, de la musique, des décorations. Tout le monde avait l'air heureux. Je n'étais pas invité. J'ai appris la fête des jours plus tard quand j'ai vu les photos en ligne. Quand j'ai demandé à Amanda pourquoi elle ne m'avait pas invité, elle a dit « Oh, maman, c'était une fête d'adultes. Je pensais que tu t'ennuierais. » D'ailleurs, c'était à la dernière minute. À la dernière minute? Ça avait été planifié pendant des semaines, mais je n'étais pas invité parce que je ne faisais pas partie de leur cercle social. J'étais juste celle qui gardait leurs enfants quand ils voulaient sortir. Les larmes ont commencé à couler. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage, de frustration, d'années et d'années à me sentir petite, invisible, insignifiante. J'ai essuyé les larmes avec colère et j'ai pris une profonde inspiration. Je n'allais plus pleurer pour ça. Je n'allais plus rester là à attendre que mes enfants me voient enfin. Parce que maintenant je comprenais la vérité. Ils n'allaient jamais me voir. Non pas parce que je n'étais pas visible, mais parce qu'ils avaient choisi de ne pas regarder. Le lever du soleil est venu lentement ce matin-là. J'étais toujours éveillé sur le canapé, entouré d'albums et de photos éparpillées. La lumière grise du jour a commencé à filtrer à travers les fenêtres, illuminant le désordre de souvenirs que j'avais laissés autour de moi. Je me suis levé, mon corps douloureux. Je n'avais pas dormi du tout, mais mon esprit était plus clair que jamais. C'était comme si le brouillard d'années de confusion s'était enfin levé, et je pouvais voir avec une netteté douloureuse. Je suis allé à la cuisine et j'ai fait du café. Pendant que j'attendais que la cafetière finisse, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai cherché le numéro du supermarché. Il était 7 heures du matin. Je savais qu'ils ouvraient à 8 heures. J'ai décidé d'attendre. Je me suis assise à table, ma tasse de café fumante dans les mains. La chaleur du liquide me réconfortait, m'ancrait dans la réalité de ce que j'étais sur le point de faire. Ce n'était pas de la vengeance que je ressentais. C'était quelque chose de plus profond. C'était la décision consciente d'arrêter de me sacrifier pour des gens qui ne l'avaient jamais valorisé. C'était me choisir moi-même pour la première fois depuis des décennies. À 8 heures précises, j'ai composé le numéro du supermarché. Une voix amicale a répondu à l'autre bout. Bonjour, marché central. Comment puis-je vous aider? Bonjour. Je dois annuler une commande que j'ai passée pour Noël. Le nom est Hélène Anderson. Il y a eu une pause pendant que la personne cherchait dans le système. Oui, la voici. Une grosse commande pour 18 personnes. Dinde, accompagnement complet, dessert. Le total est de $900. Êtes-vous sûr de vouloir l'annuler? Elle est presque prête à être livrée le 23. Complètement sûr. Veuillez l'annuler. Compris. Le remboursement complet sera effectué sur votre carte dans les 3 à 5 jours ouvrables. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous?
Non, c'est tout. Merci. J'ai raccroché et j'ai fixé le téléphone. 900 $ qui me reviendraient. 900 $ que je pourrais utiliser pour moi, pour quelque chose que je voulais, pour quelque chose qui me rendait heureuse. Ensuite sur ma liste, il y avait les cadeaux. J'avais acheté 8 cadeaux dans différents magasins au cours des 3 derniers mois. Certains avaient encore les reçus, d'autres non, mais j'allais essayer de tous les retourner. Je me suis habillé rapidement et j'ai quitté la maison. Le premier magasin ouvrait à 9 h. Je suis arrivé 15 minutes en avance et j'ai attendu sur le parking. Quand les portes se sont enfin ouvertes, je suis allé directement au comptoir des retours. Bonjour. Je dois retourner ceci. J'ai posé une grande boîte sur le comptoir avec un jeu de construction que j'avais acheté pour le fils aîné de Robert. Il avait coûté 150 $. L'employé a vérifié le reçu. C'est dans la période de retour. Un problème avec le produit? Non. J'ai juste changé d'avis. Compris. Remboursement sur la carte ou avoir en magasin? Remboursement sur la carte. Elle a traité le retour et m'a remis le reçu. 150 $ de retour. Je suis allé au deuxième magasin. J'ai retourné un vélo que j'avais acheté pour l'une des filles d'Amanda. 200 $ de plus. Troisième magasin. Une grande poupée avec des accessoires. 100 $. Quatrième magasin. Des vêtements pour 3 des petits-enfants. 220 $. Magasin après magasin. Retour après retour. Certains employés me regardaient avec curiosité. Une vieille femme retournant tant de jouets quelques jours avant Noël. Ils ont probablement trouvé ça étrange, mais je ne me souciais pas de ce qu'ils pensaient. Vers 14 h, j'avais récupéré 100 $. Il y avait 2 cadeaux que je n'ai pas pu retourner parce que j'avais perdu les reçus. Je les ai laissés dans une boîte de dons devant une église. Que d'autres enfants en profitent. Des enfants dont les parents pourraient réellement valoriser leur grand-mère. Je suis rentré chez moi épuisé, mais avec une étrange sensation dans la poitrine. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose comme un soulagement. Comme quand on arrête enfin de porter quelque chose de lourd que l'on tient depuis trop longtemps. Je me suis assise dans le salon et j'ai composé le numéro de Paula. Hélène, quelle surprise. Comment vas-tu, Paula, à propos de ce voyage à la plage? Combien de temps comptais-tu rester? Eh bien, je devais rester jusqu'au 27, mais je peux rester plus longtemps si tu veux. En fait, je pensais y passer le nouvel an aussi. C'est un endroit tranquille, parfait pour se reposer. Puis-je venir avec toi? Je veux dire, pas seulement pour Noël. Je veux y aller plus longtemps. Une semaine, peut-être 2. Il y a eu une pause. Puis Paula a dit doucement, Hélène, ça va? Peux-tu me le dire? Et puis tout est sorti. Je lui ai raconté la conversation que j'avais surprise, Amanda et Robert planifiant de me laisser les 8 enfants pendant qu'ils partaient en vacances, toutes ces années d'invisibilité, les anniversaires oubliés et les Noëls solitaires, le sentiment d'être utilisé et jeté. Paula a écouté en silence. Quand j'ai eu fini, sa voix était ferme et chaleureuse. Hélène, écoute-moi attentivement. Tu viens avec moi. Nous partons le matin du 23 et nous ne reviendrons que quand tu le voudras. Nous allons passer Noël et le Nouvel An à la plage, à bien manger, à nous reposer, sans pression de qui que ce soit. Et si quelqu'un t'appelle, tu ne réponds pas. Tu entends? Tu ne réponds pas. Mais les enfants ont des parents, et ces parents peuvent s'en occuper pour une fois dans leur vie. Tu n'es pas responsable de résoudre les problèmes qu'ils se sont créés. Elle avait raison. Bien sûr, elle avait raison. Mais des décennies de conditionnement ne disparaissent pas avec une seule conversation. J'ai peur, Paula. Peur de ce qu'ils diront, de ce qu'ils penseront. Et qu'en est-il de ce que tu penses, de ce que tu ressens? Hélène, tu as passé toute ta vie à te soucier de ce que les autres ressentent. Il est temps que quelqu'un se soucie de toi. Et si personne d'autre ne le fait, alors fais-le toi-même. Nous avons raccroché après avoir convenu des détails du voyage. Paula viendrait me chercher le 23 à 8 h du matin. Nous n'apporterions que le nécessaire. Des vêtements confortables, des maillots de bain, des livres, pas de stress, pas d'obligation. Les jours suivants furent étranges.
Amanda a appelé 2 fois pour confirmer que tout était prêt pour Noël. J'ai répondu évasivement. Oui, Amanda. Tout est sous contrôle. Je ne mentais pas exactement. Tout était sous contrôle. Mon contrôle, pas le sien. Robert a envoyé un message. Maman, nous te déposerons les enfants le 24 à 10 heures. Nous serons de retour le 26 au soir. Merci de faire ça. Je n'ai pas répondu. J'ai juste laissé le message en lu. Le soir du 22 décembre, j'ai commencé à faire mes valises. J'ai sorti une petite valise du placard et l'ai posée sur le lit. Je n'avais pas besoin de grand-chose. Un pantalon confortable, des chemisiers légers, des sandales, mon maillot de bain que je n'avais pas porté depuis des années. Pendant que je faisais mes valises, la sonnette a retenti. Il était tard, presque 21 heures. Je suis descendu, perplexe, et j'ai ouvert la porte. C'était Amanda. Elle avait un sac à la main et un sourire forcé sur le visage. Salut, maman. Je t'ai apporté ça. Elle a tendu le sac. À l'intérieur se trouvaient des paquets de biscuits et des petites boîtes de jus pour les enfants. Tu sais comme ils aiment leur goûter. Elle ne s'est pas invitée à entrer. Elle n'a même pas demandé comment j'allais. Elle m'a juste tendu le sac comme quelqu'un qui livre un colis. Amanda, ai-je dit d'une voix calme. Je dois te dire quelque chose. Elle a jeté un coup d'œil à sa montre. Maman, je suis pressée. Marc m'attend dans la voiture. Ça peut être rapide. J'ai regardé ma fille. Je l'ai vraiment regardée. J'ai vu la femme qu'elle était devenue. Réussie, confiante, bien habillée. Mais je l'ai aussi vue pour ce qu'elle était. Quelqu'un qui avait appris à utiliser les gens sans même se rendre compte qu'elle le faisait. Je ne serai pas là pour Noël. Amanda a cligné des yeux, confuse. Comment ça, tu ne seras pas là, maman? Nous avions déjà convenu. Quoi? Vous avez convenu? Je n'ai rien convenu du tout. J'ai entendu votre conversation la semaine dernière. Je sais que vous prévoyez de me laisser les 8 enfants pendant que toi et Robert partez en vacances. Son visage s'est durci. Tu écoutais mes conversations privées. J'étais dans ma propre maison. C'est toi qui parlais fort sans te soucier si j'entendais ou non. Maman, ce n'est pas grave. Ce n'est que quelques jours. Les enfants t'adorent. Ce n'est pas grave, ai-je répété lentement. Ce n'est pas grave de m'utiliser comme babysitter gratuite. Ce n'est pas grave de supposer que je n'ai pas de vie propre. Ce n'est pas grave que tu ne me demandes jamais ce que je veux. De quoi parles-tu? Nous t'avons toujours incluse. Incluse? Amanda, je n'ai pas été invitée à l'anniversaire de Marc. Je n'ai pas été invitée à votre anniversaire l'année dernière. La seule fois où vous m'incluez, c'est quand vous avez besoin de quelque chose de ma part. Tu exagères. Non, je vois les choses clairement pour la première fois depuis des années. Amanda a soupiré d'impatience. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on te paie? C'est ça? Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Me payer? Comme si c'était ce qui manquait. Comme si le problème était l'argent et non l'absence absolue de respect et d'amour. Je ne veux pas de ton argent, Amanda. Je veux que tu me vois. Je veux que tu me valorises. Mais j'ai réalisé que cela n'arrivera jamais. Alors j'ai décidé de faire quelque chose de différent cette année. Quoi? Je pars en voyage. Je pars demain matin et je ne reviens qu'après le nouvel an. Le silence qui a suivi mes mots était si épais que je pouvais le sentir. Amanda m'a regardé comme si je venais de parler une langue inconnue. Sa bouche s'est ouverte et refermée plusieurs fois avant qu'elle ne retrouve enfin sa voix. Comment ça, tu pars en voyage? Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Je suis complètement sérieuse. Mais tout est déjà planifié. Les enfants s'attendent à venir ici. Nous leur avons déjà dit qu'ils passeraient Noël avec grand-mère. Alors vous devrez changer vos plans. Tout comme j'ai changé les miens. Amanda a reculé comme si mes mots étaient physiquement menaçants. Tu ne peux pas nous faire ça. C'est Noël. C'est le temps de la famille. C'est le temps de la famille, ai-je répété avec un calme qui me surprit. Mais je ne compte pas comme de la famille, n'est-ce pas?
Je ne compte que comme celle qui résout les problèmes de tout le monde. Tu es ridicule. Bien sûr, tu es de la famille. Quand est-ce que tu m'as invité pour la dernière fois à faire quelque chose qui n'impliquait pas de garder tes enfants? Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'en est sorti. Je l'ai regardée chercher dans sa mémoire, essayant de trouver un seul exemple. Elle n'en a pas trouvé. Exactement, ai-je dit. Tu ne peux pas t'en souvenir parce que ça n'est pas arrivé. Je n'existe pour toi que quand tu as besoin de moi. Maman, tu interprètes tout de travers. Nous avons été occupés. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que nous ne t'aimons pas. L'amour sans action n'est que parole vide, Amanda. Son visage a commencé à rougir. J'ai reconnu cette expression. C'était la même qu'elle faisait quand elle était enfant et qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire avec les enfants? Robert et moi avons déjà payé les hôtels. Nous avons déjà fait les réservations. On ne peut pas tout annuler. Ce n'est pas mon problème. Pas ton problème? Ce sont tes petits-enfants. Oui, ce sont mes petits-enfants, mais ce sont tes enfants. Ta responsabilité, pas la mienne. Amanda a secoué la tête, incrédule. Je ne te reconnais pas. Ce n'est pas toi. Tu as raison. Ce n'est pas la femme que vous avez connue toute votre vie. Cette femme vous laissait marcher sur la tête. Cette nouvelle version a décidé que trop, c'est trop. Et tu vas faire ça? Tu vas ruiner le Noël de tes petits-enfants juste pour faire valoir un point. Ces mots étaient conçus pour me faire sentir coupable, et ils ont fonctionné. Pendant un instant, j'ai ressenti la douleur familière dans ma poitrine, l'envie de reculer, de dire que j'exagérais, de revenir à mon rôle habituel. Mais ensuite, je me suis souvenu de la conversation que j'avais entendue. Laisse-lui juste les 8 petits-enfants à garder. Et c'est tout. Je me suis souvenu de tous les anniversaires oubliés, de toutes les nuits solitaires, de tous les moments où j'avais été invisible pour ma propre famille. Je ne ruine rien, ai-je dit, ma voix ferme. Vous avez ruiné le respect que vous auriez dû avoir pour moi il y a des années. Je ne fais que ramasser ce qu'il reste de ma dignité. C'est de l'égoïsme pur. Papa serait déçu de toi. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mentionner mon mari décédé, l'utiliser comme une arme contre moi. N'osez pas, ai-je dit, et ma voix est sortie plus dure que je ne l'avais voulu. N'osez pas parler de votre père. Il ne m'a jamais traité comme vous. Il me valorisait. Il me voyait. Il m'aimait vraiment. Et nous t'aimons aussi. Non, vous m'utilisez. Il y a une différence. Amanda a sorti son téléphone de sa poche. J'appelle Robert. Il va te parler. C'est de la folie. Appelle-le si tu veux. Ma décision ne changera pas. Elle a composé en me fixant du regard. Elle a attendu que Robert réponde. Robert, tu es sur haut-parleur. Je suis avec maman et elle vient de me dire qu'elle ne sera pas là pour Noël, qu'elle part en voyage. Dis-lui que c'est absurde. J'ai entendu la voix de Robert à l'autre bout. Quoi? Maman, c'est vrai? Oui, Robert, c'est vrai. Mais pourquoi? Quelque chose s'est-il passé? Beaucoup de choses se sont passées pendant de nombreuses années, et j'ai finalement décidé que je méritais mieux que d'être traité comme votre employé. Personne ne te traite comme une employée. Tu es notre mère. Quand était mon dernier anniversaire, Robert? Silence. Je vais te le dire. C'était le 15 août, il y a 4 mois. Tu n'as pas appelé. Tu n'as pas écrit. Tu n'as même pas envoyé de message avant 3 jours plus tard. Maman, j'étais occupé par. Tu es toujours occupé. Tout le monde est toujours occupé. Sauf quand vous avez besoin de moi pour quelque chose. Alors vous trouvez le temps. Ce n'est pas juste, a ajouté Amanda. Tu nous punis pour quelque chose que nous ne savions même pas te déranger. Ça me dérangeait parce que vous ne vous êtes jamais arrêté pour demander. Vous ne vous êtes jamais soucié de ce que je ressentais. Vous ne vous êtes soucié que de ce que je pouvais faire pour vous. Robert a repris la parole. Maman, nous pouvons en parler après Noël, mais pour l'instant, nous avons besoin que tu sois disponible, ai-je terminé pour lui. C'est le mot que vous cherchez. Vous avez besoin que je sois disponible. Eh bien, devinez quoi?
Je ne suis plus disponible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La voix de Robert semblait plus irritée que préoccupée. Vous allez faire ce que tous les parents font. Prendre soin de vos propres enfants, annuler vos voyages, ou emmener les enfants avec vous, ou embaucher quelqu'un. Je ne sais pas. Ce n'est pas mon problème à résoudre. Amanda a fermé les yeux comme si elle essayait désespérément de rester calme. Maman, sois raisonnable. Nous avons déjà payé des milliers de dollars pour ces voyages. Nous ne pouvons pas simplement. J'ai payé 900 dollars pour le dîner que vous alliez manger. 200 dollars pour les cadeaux que vous alliez ouvrir. Cet argent compte aussi. Ou du moins, il devrait. Attends, a dit Robert. Tu as annulé le dîner et les cadeaux? Je les ai retournés. Chacun d'entre eux. Et j'ai récupéré mon argent. Le silence à l'autre bout du fil était absolu. J'imaginais le visage de Robert traitant cette information. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, a finalement dit Amanda. Les enfants vont avoir le cœur brisé. Les enfants iront bien. Ils sont résilients. Ce qu'ils n'iront pas bien, c'est s'ils continuent à grandir en pensant que les grands-mères n'existent que pour les servir. Amanda a rangé son téléphone. Ses yeux brillaient, mais je ne sais pas si c'était de larmes ou de rage. Bien, va-t'en. Fais ton voyage, mais ne t'attends pas à ce que les choses redeviennent comme avant à ton retour. Je ne veux pas que les choses redeviennent comme avant. C'est précisément le but. Elle s'est retournée et a commencé à marcher vers sa voiture. Puis elle s'est arrêtée et m'a regardé par-dessus son épaule. Tu vas le regretter. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir fait ça plus tôt. Je l'ai regardé monter dans la voiture où Marc l'attendait. Même de loin, je pouvais voir son langage corporel tendu alors qu'elle lui racontait ce qui s'était passé. La voiture a démarré en trombe et a disparu dans l'obscurité. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé dessus. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait la chamade, mais je ne me sentais pas mal. Je me sentais libéré. Je suis monté dans ma chambre et j'ai continué à faire mes valises. J'ai plié chaque vêtement avec soin, pensant à la plage, au soleil, aux conversations sans pression. J'ai rangé mon maillot de bain, celui que j'avais acheté il y a 3 ans et que je n'avais jamais porté parce que je n'avais jamais de temps pour moi. J'ai mis mon livre préféré dans la valise, un livre que j'avais essayé de lire 5 fois, mais j'étais toujours interrompu. Cette fois, je le finirai. J'ai ajouté un nouveau carnet. Peut-être que j'écrirai. Peut-être que je dessinerai. Peut-être que je l'utiliserai juste pour faire des listes de choses qui me rendaient heureuse, des choses que j'avais oublié aimer. Mon téléphone a commencé à sonner. C'était Robert. Je n'ai pas répondu. Il a appelé 3 fois de plus. Puis Amanda, puis Marc, puis Lucie. Ils voulaient tous me convaincre. Ils voulaient tous que je retourne à ma place, la place où j'étais utile, mais invisible. J'ai éteint le téléphone. Le silence qui a suivi était magnifique. Je me suis assise sur le lit et j'ai regardé la valise à moitié pleine. Elle était petite. Je n'avais pas besoin de grand-chose. J'avais juste besoin d'espace pour respirer. Le 23 décembre a commencé avec un ciel clair. Je me suis réveillé tôt avant le lever du soleil avec une étrange sensation dans la poitrine. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était de l'anticipation. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'ai pris une longue douche, laissant l'eau chaude détendre mes muscles tendus. Je me suis habillé avec des vêtements confortables, un pantalon en coton et un chemisier léger. Rien d'extravagant, rien qui ait besoin de repassage ou de coordination, juste des vêtements qui me faisaient me sentir libre. Je suis descendu à la cuisine et j'ai fait du café. En le buvant, j'ai regardé autour de la maison. Tout était propre, rangé, vide. Il n'y avait pas de décoration de Noël cette année. Pas de sapin, pas de lumière. C'était juste une maison. Et pour la première fois depuis longtemps, cela semblait suffisant. À 8 heures pile, la sonnette a retenti. Paula était arrivée. J'ai ouvert la porte, et elle était là, souriante avec des lunettes de soleil sur la tête et une énergie contagieuse, prête pour l'aventure. Plus que prête. J'ai mis ma valise dans le coffre de sa voiture. C'était une voiture vieille mais fiable, parfaite pour un long voyage. Paula avait emballé une glacière avec de l'eau,
des sodas et des collations pour la route. Quand je suis monté dans la voiture et que j'ai fermé la porte, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Un soulagement absolu, comme si je venais de poser un poids que j'avais porté pendant des décennies. « Tout va bien ?» a demandé Paula en démarrant la voiture. « Tout est parfait. Nous avons laissé la ville derrière nous. Les rues sont devenues moins encombrées, les bâtiments plus petits, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que la route ouverte devant nous. » Paula a mis de la musique douce, rien de lié à Noël, juste des mélodies calmes qui remplissaient le silence sans exiger d'attention. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant la première heure. J'ai regardé par la fenêtre, observant le paysage défiler. Des champs ouverts, des arbres, de petites villes qui apparaissaient et disparaissaient. J'avais l'impression de me réveiller d'un long rêve confus. Ils ont appelé, a finalement demandé Paula. Plusieurs fois. J'ai éteint le téléphone. Bien joué, Paula. Tu penses que je suis une mauvaise personne? Elle m'a regardé. Pourquoi demanderais-tu ça? Parce que j'ai laissé mes petits-enfants sans Noël. Parce que j'ai tout annulé. Parce que je suis parti. Paula a soupiré. Hélène, dis-moi quelque chose. Si une de tes amies te racontait cette histoire, si elle te disait que ses enfants l'utilisent, qu'ils ne la valorisent jamais, qu'ils ne la cherchent que quand ils ont besoin de quelque chose, que lui dirais-tu? J'y ai réfléchi un instant. Je lui dirais qu'elle mérite mieux. Exactement. Alors, pourquoi ne mériterais-tu pas la même chose? Je n'avais pas de réponse à cela. Ou peut-être que j'en avais une, mais je ne m'étais jamais permis de la dire à voix haute. J'avais passé tant d'années à croire que ma valeur résidait dans ce que je pouvais donner, dans ce que je pouvais faire pour les autres, que j'avais oublié que j'avais aussi le droit de recevoir. Nous avons continué à rouler. Nous nous sommes arrêtés une fois pour prendre de l'essence et nous dégourdir les jambes. Paula a acheté du café et de la brioche. Nous nous sommes assis sur un banc devant la station-service, mangeant dans un silence confortable. La ville où nous allons est petite, a dit Paula. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est le but. C'est calme. Les gens sont amicaux. Il y a une belle plage et la maison que j'ai louée a une terrasse où l'on peut regarder le coucher du soleil. Ça a l'air parfait. Il n'y a pas d'internet à la maison. Enfin, il y en a un, mais il est terrible, donc tu seras pratiquement déconnecté. Encore mieux. Nous sommes arrivés en ville vers 14 heures. C'était exactement comme Paula l'avait décrit, petite, pittoresque avec des maisons aux couleurs pastel et des rues pavées. La brise marine nous atteignait, apportant l'odeur du sel et de la liberté. La maison que Paula avait louée était modeste mais confortable. 2 chambres, une petite cuisine, un salon avec de grandes fenêtres donnant sur la plage. Tout était simple, propre, calme. C'est ta chambre, a dit Paula en ouvrant une porte. C'était une petite pièce avec un lit recouvert de drap blanc, une table de nuit et une fenêtre avec vue sur l'océan. J'ai laissé ma valise par terre et je suis allé à la fenêtre. L'océan s'étendait à l'infini devant moi, brillant sous le soleil de l'après-midi. Les vagues se brisaient doucement sur le rivage. Quelques mouettes volaient en cercle. Je suis resté là, juste à regarder, et quelque chose en moi a commencé à se relâcher, quelque chose qui était tendu depuis des années. Je vais préparer quelque chose à manger, a dit Paula depuis l'embrasure de la porte. Repose-toi un peu si tu veux. Je me suis assise sur le lit et j'ai pris une profonde inspiration. L'air ici avait un goût différent. Plus propre, plus libre. J'ai allumé mon téléphone juste un instant pour voir s'il y avait de véritables urgences. 53 appels manqués, 27 messages textes, tous d'Amanda, Robert, Marc, Lucie. Les messages commençaient par la confusion, puis passaient à la colère, puis aux tentatives de manipulation. Amanda, les enfants pleurent. C'est ce que tu veux. Robert, j'ai appelé le supermarché. Ils ont confirmé que tu as tout annulé. C'est un niveau d'égoïsme que je n'aurais jamais imaginé de ta part. Marc, Hélène, Amanda est très contrariée. Ce n'est pas bon pour sa santé. Tu dois revenir. Lucie, je ne comprends pas ce que nous avons fait de mal. Nous t'avons toujours traité avec respect. J'ai lu chaque message sans ressentir ce que je m'attendais à ressentir. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. Je n'ai pas ressenti l'envie de répondre. J'ai juste ressenti une nette distance entre eux et moi. J'ai de nouveau éteint le téléphone et je l'ai mis au fond de ma valise.
Paula m'a appelé de la cuisine. Le repas est prêt. J'ai quitté la pièce et j'ai trouvé une table simple, mais pleine de bonnes choses. Salade fraîche, poisson grillé, riz, fruits, une nourriture simple qui avait été préparée avec soin. Nous avons mangé lentement, sans nous presser, parlant de choses sans importance, du temps, des couleurs du coucher de soleil, des projets pour les jours suivants. Demain, c'est la veille de Noël, a dit Paula. Je pensais que nous pourrions nous promener sur la plage le matin. Il y a un petit marché en ville où ils vendent de l'artisanat. Et le soir, si tu veux, nous pouvons faire un simple dîner ici ou aller au restaurant de la ville. Ce que tu préfères me convient, Hélène. Ce voyage est pour toi. Qu'est-ce que tu veux? La question m'a prise par surprise. Que voulais-je? Cela faisait si longtemps que personne ne m'avait posé cette question. Je veux marcher sur la plage, ai-je dit lentement. Je veux voir le marché. Et le soir, je veux un dîner tranquille ici, sans stress. Paula a souri. Alors c'est ce que nous ferons. Cet après-midi-là, nous avons marché sur la plage. Le soleil commençait à se coucher et tout devenait doré. J'ai laissé l'eau toucher mes pieds. C'était froid mais rafraîchissant. Paula marchait à côté de moi, ramassant des coquillages de temps en temps. Il y avait d'autres personnes sur la plage, des familles avec des enfants qui construisaient des châteaux de sable, des couples qui marchaient main dans la main, des groupes d'amis qui riaient. Tout le monde semblait en paix. Personne ne semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Tu sais ce qui fait le plus mal, ai-je dit soudain. Quoi? Qu'ils n'aient même pas remarqué que je disparaissais. Ils n'ont même pas remarqué que je n'étais là que quand ils avaient besoin de moi. J'ai été invisible pendant des années et ils ne s'en sont jamais souciés. Paula s'est arrêtée et m'a prise le bras. Hélène, m'a-t-elle regardé. Tu n'es pas invisible. Ils ont choisi de ne pas te voir. Il y a une énorme différence. Et ce n'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas voir ta valeur que tu n'en as pas. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. J'ai senti les larmes monter, mais cette fois je ne les ai pas arrêtées. Je les ai laissées couler librement tandis que le son des vagues les accompagnait. Paula m'a serré dans ses bras. Elle n'a rien dit d'autre. Elle m'a juste tenu pendant que je pleurais des années de douleur accumulées. Quand je me suis finalement détaché, j'ai essuyé mes larmes et j'ai regardé l'horizon. Le soleil touchait l'eau maintenant, créant un chemin de lumière sur les vagues. Merci, ai-je dit à Paula. Pourquoi? Pour m'avoir vu. Pour être là. Pour ne pas me juger. C'est ce que font les vrais amis. Nous sommes rentrés à la maison à la tombée de la nuit. Paula a préparé du thé et nous nous sommes assises sur la terrasse, enveloppés dans de légères couvertures, écoutant le son constant de la mer. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Ce n'était pas nécessaire. La compagnie suffisait. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis des semaines. Pas de cauchemar, pas d'anxiété, juste un repos profond et réparateur. Le 24 décembre s'est levé, lumineux et chaud. Je me suis réveillé au son des mouettes et à l'odeur du café frais venant de la cuisine. Pendant un instant, je ne me suis pas souvenu où j'étais. Puis tout est revenu. J'étais loin. J'étais libre. Je me choisissais moi-même pour la première fois depuis des décennies. Je me suis levé lentement. Pas de hâte. Paula était déjà dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Des toasts, des fruits frais, du jus d'orange. Bonjour. Comment as-tu dormi? Mieux que depuis des années. Nous avons pris le petit déjeuner sur la terrasse, regardant la mer. L'eau était calme ce matin, presque comme un miroir reflétant le ciel. Certaines personnes marchaient déjà sur la plage, profitant des heures fraîches avant que le soleil ne devienne plus fort. Prête pour le marché, a demandé Paula. Prête? Nous sommes allés au centre-ville. Les rues étaient plus animées que la veille. La musique de Noël jouait dans les magasins, mais ce n'était pas la musique commerciale bruyante de la ville. C'était doux, presque réconfortant. Le marché était petit mais charmant. Il y avait des stands d'artisanat local, des bijoux faits à la main, des tableaux d'artistes locaux. Tout avait une touche personnelle, comme si chaque pièce portait l'histoire de son créateur. Je me suis arrêté à un stand vendant des bracelets tressés. Ils étaient simples mais beaux, chacun de couleurs différentes. La femme qui les vendait était plus âgée,
probablement de mon âge. Elle avait des mains ridées mais fortes, des mains qui avaient travaillé toute une vie. Ils sont magnifiques, lui ai-je dit. Merci. Je les fabrique moi-même. Chacun est unique. Combien coûte celui-ci? J'ai montré un bracelet dans des tons de vert et blanc. 15 $. J'ai pris l'argent de mon sac à main et je l'ai acheté. Je l'ai mis à mon poignet et j'ai aimé la sensation. Léger, simple, le mien. Paula a acheté des boucles d'oreilles. Nous avons continué à marcher, nous arrêtant à différents stands. Pas de pression, pas d'emploi du temps. C'était la première fois depuis des années que je pouvais faire quelque chose comme ça. Juste marcher, juste regarder, juste exister sans que personne n'ait besoin de quoi que ce soit de ma part. À l'un des stands, il y avait des cahiers faits à la main. Je me suis souvenu du cahier que j'avais apporté dans ma valise. J'ai pensé à toutes les choses que je voulais écrire, toutes les choses que j'avais eues si longtemps. J'ai acheté un petit cahier avec une couverture en tissu. Il coûtait 12 $. Je l'aurais en réserve quand l'autre serait rempli de mots qui devaient sortir. Vers midi, nous sommes rentrés à la maison. Il faisait chaud maintenant et nous avons décidé de passer l'après-midi à la plage. Paula a apporté des parasols et des serviettes. J'ai enfilé mon maillot de bain pour la première fois depuis 3 ans. Je me suis regardé dans le miroir avant de partir. Mon corps avait vieilli. Il y avait des rides, des vergetures, les marques du temps. Mais c'était aussi le corps qui avait porté 2 enfants. Le corps qui avait travaillé sans relâche. Le corps qui m'avait soutenu à travers tout. À une autre époque, je me serais critiqué. J'aurais pensé à tout ce qui n'allait pas. Mais aujourd'hui, je n'ai ressenti que de la gratitude. Ce corps m'avait amené ici, à ce moment de liberté. Nous avons passé l'après-midi sous le parasol. Paula lisait un livre. Je me contentais de regarder la mer, sentant le soleil sur ma peau, écoutant les vagues. Il y avait de la paix ici. Une paix dont je ne savais pas qu'elle pouvait exister. À un moment donné dans l'après-midi, j'ai allumé mon téléphone brièvement. Plus de messages, plus d'appels. Maintenant, il y avait aussi des messages de numéros que je ne reconnaissais pas. Probablement des amis d'Amanda et Robert recrutés pour me faire sentir coupable. Un message en particulier a attiré mon attention. C'était d'Amanda. Nous avons dû tout annuler. Les hôtels ne nous ont pas remboursé notre argent. Robert est furieux. Les enfants n'arrêtent pas de te demander. J'espère que tu es heureuse. J'ai lu le message 2 fois. Je m'attendais à ressentir quelque chose. De la culpabilité, peut-être du remords, mais tout ce que j'ai ressenti, c'est une froide clarté. Ce n'était pas ma responsabilité. Ça n'aurait jamais dû l'être. J'ai répondu pour la première fois. Je suis désolé que vous ayez dû changer vos plans. Les enfants ont des parents. Il est temps que vous agissiez comme tel. J'ai envoyé le message et j'ai de nouveau éteint le téléphone. Paula m'a regardé. Tout va bien? Tout est parfait. Ce soir-là, au lieu d'un dîner élaboré, nous avons fait quelque chose de simple. Des pâtes aux légumes frais, une salade, un verre de vin. Nous avons mangé sur la terrasse alors que le soleil plongeait sous l'horizon. Joyeux réveillon de Noël, a dit Paula en levant son verre. Joyeux réveillon de Noël, ai-je répondu. Nous avons trinqué, et le son des verres qui s'entrechoquaient était doux et clair. Il n'y avait pas de feu d'artifice, pas de cadeaux coûteux, pas de stress, juste 2 amis partageant un dîner tranquille au bord de la mer. Tu sais ce qui est le plus étrange, ai-je dit après un moment. Quoi? Que rien de ce que j'ai laissé derrière moi ne me manque. Je pensais que je me sentirais mal. Je pensais que les enfants me manqueraient, les traditions, toute cette folie de Noël. Mais non. Je ne ressens que du soulagement. C'est parce que tu es enfin là où tu dois être, avec toi-même. J'ai de nouveau dormi profondément cette nuit-là. J'ai rêvé de la mer, de marcher sur la plage sans destination, d'avoir le temps de tout faire et de n'être pressé par rien. Le jour de Noël s'est levé tout aussi beau. Paula et moi avons pris un petit déjeuner tardif. Pas de réveil, pas d'obligation. Puis nous sommes allés nous promener sur un sentier qui longeait la côte. Le paysage était à couper le souffle. Des rochers, une végétation sauvage, la mer s'étendant à l'infini. L'après-midi, nous avons décidé d'aller au restaurant de la ville.
C'était un petit endroit familial. Il y avait d'autres personnes qui passaient aussi Noël tranquillement, un couple âgé, un groupe d'amis. Tout le monde semblait heureux, détendu. Nous avons commandé du poisson frais et une bouteille de vin blanc. La nourriture était délicieuse, préparée avec soin et amour. Ce n'était pas un dîner élaboré de 15 plats. C'était simple, mais cela avait quelque chose que les dîners que je préparais n'avaient jamais eu. Je pouvais en profiter sans me soucier de servir les autres. Pendant que nous mangions, mon téléphone a commencé à vibrer dans mon sac à main. Je l'ai ignoré. Il a continué à vibrer. Paula m'a regardé. Tu vas répondre? Non. Mais la vibration a continué, insistante, agaçante. Finalement, j'ai sorti le téléphone. C'était Amanda qui appelait encore et encore. J'ai soupiré et j'ai répondu. Oui, maman. Sa voix semblait différente, contrôlée, mais tendue. Nous devons parler. Je suis occupé. Tu es occupé, répéta-t-elle d'un ton que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. C'est le jour de Noël, et tu es occupé. C'est exact. Robert et moi venons chez toi demain. Nous devons résoudre ça. Il n'y a rien à résoudre, Amanda. J'ai déjà pris ma décision. Tu ne peux pas juste partir et faire comme si tu n'avais pas de responsabilité. Mes seules responsabilités sont envers moi-même. Vous êtes des adultes. Vous devez apprendre à gérer vos propres vies. Et les enfants, ce n'est pas de leur faute. Les enfants ne sont fautifs de rien, mais ce n'est pas mon travail de les élever non plus. J'ai déjà élevé mes enfants. Maintenant, c'est votre tour. Je ne te reconnais pas. Eh bien, c'est parce que la femme que tu connaissais n'existe plus. Elle en a eu assez d'être invisible. Il y a eu une longue pause. Puis Amanda a parlé d'une voix plus basse, presque menaçante. Bien, si c'est ce que tu veux, parfait. Mais ne t'attends pas à ce que nous te cherchions à ton retour. Ne t'attends pas à ce que nous t'incluions dans quoi que ce soit. Tu as pris ta décision. Maintenant, vis avec les conséquences. Je vivrai avec elle parfaitement bien. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient légèrement, mais pas de peur. D'une sensation de libération. Paula m'observait de l'autre côté de la table. Comment te sens-tu? Libre. Cette nuit-là, de retour à la maison, je me suis assise sur la terrasse avec le carnet que j'avais acheté. J'ai ouvert la première page et j'ai commencé à écrire. Aujourd'hui, c'est Noël, et je suis là où je veux être. Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi ma propre paix plutôt que les attentes des autres. Et je ne le regrette pas. J'ai continué à écrire sur les années de silence, sur les moments d'invisibilité, sur le fait d'apprendre que dire non n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi. J'ai écrit jusqu'à ce que ma main me fasse mal. Et quand j'ai enfin fermé le carnet, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'espoir. Les jours suivants se sont déroulés dans un calme que je n'avais jamais connu. Paula et moi nous levions tard, prenions le petit déjeuner sur la terrasse, marchions sur la plage, lisions, parlions. Il n'y avait pas d'horaire, pas de pression, juste le temps qui s'écoulait lentement et doucement comme les vagues. L'après-midi du 28 décembre, je lisais dans le salon quand j'ai entendu mon téléphone sonner. Je l'avais laissé allumé, mais en mode silencieux. Cette fois, ce n'était pas un appel. C'était un message d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert curieusement. Hélène, c'est Lorraine Maurice, votre voisine. Amanda et Robert sont là. Ils frappent à votre porte depuis 1 heure. Je pensais que vous devriez savoir. J'ai lu le message 2 fois. Alors, ils avaient tenu leur menace. Ils étaient venus me chercher. J'ai imaginé la scène. Amanda furieuse, frappant à la porte, Robert faisant les 100 pas avec impatience, tous deux s'attendant à ce que j'apparaisse pour m'excuser, pour reprendre ma place. J'ai répondu à Lorraine. Merci de me le faire savoir. Je suis en dehors de la ville. Je ne reviendrai qu'après le Nouvel An. S'ils reviennent, veuillez ne leur donner aucune information sur moi. Lorraine a répondu rapidement. Compris. Prenez soin de vous. J'ai mis le téléphone de côté et je suis retourné à mon livre, mais je ne pouvais pas me concentrer. Je savais que ce n'était pas fini. Je savais qu'un jour je devrais les affronter. Ce soir-là, pendant que nous dînions,
j'ai raconté à Paula ce qui s'était passé. Et qu'est-ce que tu vas faire à ton retour, a-t-elle demandé. Je ne sais pas encore. Mais je sais que je ne redeviendrai pas celle que j'étais avant. Et s'ils n'acceptent pas ça? Alors ils n'acceptent pas. Je ne peux pas contrôler leurs réactions. Je ne peux contrôler que les miennes. Paula a hoché la tête. Tu vas bien t'en sortir, Hélène. Tu es plus forte que tu ne le penses. Le 29 décembre, nous avons décidé de faire quelque chose de différent. Paula avait entendu parler d'une petite galerie d'art dans la ville voisine. Nous avons pris la voiture et sommes allés explorer. La galerie était petite mais pleine de belles œuvres. Des peintures de paysages locaux, des sculptures en bois, des photographies en noir et blanc, toutes créées par des artistes de la région. Il y avait une peinture en particulier qui a attiré mon attention. C'était une femme âgée assise sur une chaise en bois, regardant la mer. Sa posture était calme, presque méditative. Il y avait quelque chose dans cette image qui résonnait profondément en moi. C'est magnifique, ai-je dit au propriétaire de la galerie. Un artiste local l'a peinte, a-t-il expliqué. Elle dit que cela représente la paix qui vient après la tempête. Combien coûte-t-elle? 250 $. C'était plus que ce que j'avais prévu de dépenser. Mais quelque chose dans cette peinture me parlait. C'était comme voir ma propre transformation reflétée dans l'huile. Je la prends. De retour à la maison, nous avons accroché la peinture dans le salon. Paula a reculé pour l'admirer. C'est parfait pour toi. Oui, ai-je dit. Je pense que oui. Cette nuit-là, j'ai écrit davantage dans mon carnet sur la peur que j'avais ressentie au début, sur la culpabilité que je m'attendais à ressentir, mais qui n'est jamais venue, sur la découverte que la solitude choisie était différente de la solitude imposée. Le 30 décembre, alors que nous marchions sur la plage, mon téléphone a sonné. Cette fois, c'était un numéro que je reconnaissais. C'était Marc, le mari d'Amanda. J'ai hésité avant de répondre. Puis j'ai décidé qu'il était temps d'affronter cela directement. Oui, Hélène. Je dois te parler. Sa voix était sérieuse, presque formelle. J'écoute. Amanda est dévastée. Tu ne comprends pas le mal que tu as causé. Au contraire, je comprends parfaitement le mal que j'ai permis qu'on me fasse pendant des années. Ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos de la famille. La famille? Marc, combien de fois m'as-tu invité à faire quelque chose qui n'impliquait pas de garder tes enfants? Combien de fois m'as-tu demandé comment j'allais? Combien de fois m'as-tu traité autrement que comme une babysitter pratique? Silence à l'autre bout. Exactement, ai-je continué. Jamais. Parce que pour toi, pour Amanda, pour Robert, je n'existe que quand je suis utile. Eh bien, devine quoi? Je n'accepte plus ça. Tu es la grand-mère. Tu es censée être là pour les enfants. Je suis une personne avant d'être une grand-mère, et cette personne mérite le respect. Amanda dit qu'elle ne veut plus jamais te voir. C'est sa décision. Je serai là quand elle sera prête à me traiter avec dignité, mais pas avant. Vous êtes incroyablement égoïste, et vous êtes incroyablement aveugle, mais ce n'est plus mon travail de vous faire voir. J'ai raccroché. Cette fois, mes mains ne tremblaient pas. Cette fois, je ne ressentais qu'un calme profond. Paula avait entendu la conversation. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste serré dans ses bras. Le 31 décembre, nous avons décidé de faire une petite fête. Nous avons acheté des fruits de mer frais au marché et nous les avons cuisinés nous-mêmes. Ce n'était pas un dîner élaboré, mais c'était spécial. Nous avons mis la table avec des bougies et des fleurs sauvages que nous avions cueillies lors de nos promenades. À 23 heures, nous sommes montés sur la terrasse avec des verres de vin mousseux. De là, nous pouvions voir quelques feux d'artifice au loin, de petits points de lumière dans le ciel sombre. À de nouveaux débuts, a dit Paula en levant son verre. À me choisir moi-même, ai-je répondu. Nous avons trinqué alors que les cloches de minuit commençaient à sonner depuis l'église de la ville. Le 1er janvier s'est levé tranquillement. Paula et moi avons passé la journée à ne rien faire de spécial, juste à exister, juste à être. Dans l'après-midi, j'ai reçu un autre message. Cette fois, c'était de Robert. Maman, ça a trop loin. Tu dois revenir et arranger ça. Amanda n'arrête pas de pleurer. Les enfants te demandent.
Papa n'aurait pas voulu ça. J'ai lu le message plusieurs fois. La tentative d'utiliser mon mari décédé comme une arme émotionnelle ne fonctionnait plus. Il avait été un homme bon. Il m'avait valorisé. Et s'il était en vie, il aurait compris pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. J'ai répondu, Robert, ton père m'a appris que le véritable amour n'est pas la manipulation. Il m'a appris que les relations se construisent sur le respect mutuel. Si Amanda pleure, peut-être est-il temps pour toi de réfléchir à la raison. Si les enfants me demandent, dis-leur que leur grand-mère les aime, mais qu'elle s'aime aussi. Je serai de retour dans 2 jours. Quand je le serai, les choses vont être différentes. Soit vous acceptez la nouvelle Hélène, soit nous n'avons plus rien à nous dire. J'ai envoyé le message et j'ai éteint le téléphone. Le 2 janvier, Paula et moi avons fait nos valises. Le trajet de retour fut silencieux. J'ai regardé par la fenêtre, assimilant tout ce que j'avais vécu ces jours-là. Je n'étais pas une personne différente. J'étais la même personne que j'avais toujours été, mais enfin libéré des chaînes que j'avais permis qu'on me mette. Quand nous sommes arrivés chez moi, Paula m'a aidé avec ma valise. Ça va aller, a-t-elle demandé. Ça va être parfait. Nous nous sommes serrés dans les bras. Merci pour tout, Paula. Pour m'avoir vu, pour être là. Quand tu voudras refaire le voyage, fais-le-moi savoir. Je l'ai regardé s'éloigner en voiture. Puis je suis entré chez moi. C'était exactement comme je l'avais laissé. Propre, rangé, vide. Mais maintenant ce vide ne m'effrayait plus. C'était de l'espace. De l'espace pour construire quelque chose de nouveau. J'ai accroché la peinture que j'avais achetée sur le mur du salon. La femme regardant la mer me regardait maintenant, me rappelant qui j'étais maintenant. Cette nuit-là, alors que je faisais du thé, la sonnette a retenti. J'ai regardé par la fenêtre. C'était Amanda et Robert ensemble, avec des visages sérieux. J'ai pris une profonde inspiration. Il était temps pour la conversation finale. J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas invités à entrer. Nous devons parler, a dit Amanda. Alors parlez. Amanda et Robert se tenaient sur le seuil, me regardant comme s'ils ne me reconnaissaient pas. Peut-être que non. La femme qu'ils avaient connue toute leur vie aurait grand ouvert la porte, les aurait invités à entrer, aurait fait du café, aurait fait tout son possible pour apaiser la tension, mais cette femme avait disparu. Tu ne vas pas nous laisser entrer, demanda Robert d'un ton qui essayait d'être autoritaire, mais qui sonnait plus comme de la confusion. Cela dépend de ce que vous êtes venu dire. Amanda croisa les bras. Son visage était tendu, avec des cernes sous les yeux révélant des nuits sans sommeil. Mais je ne ressentais pas le besoin de résoudre ça. Ce n'était pas mon travail de résoudre les conséquences de leurs propres décisions. Nous sommes venus parler de ce qui s'est passé, a dit Amanda. De comment tu as ruiné Noël pour toute la famille. Je n'ai rien ruiné. Vous avez créé une situation insoutenable et j'ai simplement refusé d'en faire partie. Tu nous as laissés en plan, a ajouté Robert. Nous avons perdu des milliers de dollars en réservation. Nous n'avons pas pu annuler. Nous avons dû passer Noël avec 8 enfants qui criaient et te réclamaient. Et j'ai passé Noël en paix pour la première fois depuis des années. C'était un choix. Le mien. Amanda a fait un pas en avant. Sais-tu à quel point il a été difficile d'expliquer aux enfants pourquoi leur grand-mère les avait abandonnés? Je n'ai abandonné personne. Je refuse d'être utilisé. Il y a une différence. C'est ridicule, a dit Robert. Tu es notre mère. Tu es censé être là pour nous. J'ai été votre mère toute ma vie. Je vous ai élevé. J'ai pris soin de vous. J'ai tout sacrifié pour vous. Mais vous n'êtes plus des enfants. Vous êtes des adultes avec vos propres familles. Et je ne suis plus obligé de résoudre tous vos problèmes. Et alors? Amanda m'a regardé, les yeux brillants. Nous ne sommes plus ta famille? Nous ne comptons pas. Vous avez cessé de me traiter comme de la famille il y a longtemps. Vous m'avez transformé en un service. Quelque chose d'utile mais pas de précieux. Ce n'est pas vrai. Non. Je l'ai fixé du regard. Quand était mon dernier anniversaire, Amanda? Elle a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Le 15 août, il y a presque 5 mois. Tu n'as pas appelé. Tu n'as pas rendu visite.
tu n'as même pas envoyé de message avant 3 jours plus tard. Et toi, Robert? Pas même ça. Robert a détourné le regard. Nous avons été occupés. Vous êtes toujours occupés, sauf quand vous avez besoin de moi pour quelque chose. C'est une exagération, a dit Amanda. Oui, nous avons été occupés, mais nous t'avons toujours aimé. L'amour sans action n'est que du bruit. Vous m'aimiez quand cela vous arrangeait. Vous me cherchiez quand vous aviez besoin de quelque chose, mais quand j'avais besoin de quelque chose, quand j'étais malade, quand j'étais seul, vous n'étiez jamais là. Amanda essuya les larmes qui commençaient à couler. Mais cette fois, je ne ressentis pas l'envie de la réconforter. C'étaient des larmes qu'elle devait pleurer. Alors maintenant, quoi? Demanda Robert. Tu nous coupes simplement de ta vie. Je ne vous coupe pas. Je fixe des limites. Je ne serai plus disponible à chaque fois que vous aurez besoin de moi. Je ne paierai plus les choses que vous devriez payer. Je ne garderai plus vos enfants à chaque fois que vous voudrez vous échapper. J'ai ma propre vie, et il est temps que je la vive. Mais tu es la grand-mère, insista Amanda. Oui, je suis la grand-mère et j'aime mes petits-enfants. Mais les aimer ne signifie pas sacrifier ma dignité. Si vous voulez que je fasse partie de vos vies, ce sera à mes conditions, avec respect, avec considération, avec réciprocité. C'est de l'égoïsme, dit Robert. Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça le respect de soi. Il y eut un long silence. Amanda et Robert se regardèrent, communiquant dans ce langage silencieux que seuls les frères et sœurs partagent. Finalement, Amanda parla. Et si nous ne pouvons pas accepter cela? Alors nous n'avons plus rien à nous dire. La porte est ouverte quand vous êtes prêt à me voir comme une personne, pas une ressource. Mais je ne vais pas mendier votre respect. Plus maintenant. Amanda se tourna et commença à marcher vers la voiture. Robert resta un instant de plus, me regardant avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. Il y avait quelque chose là. Peut-être de la confusion. Peut-être la première lueur de compréhension. Je n'aurais jamais pensé que tu ferais quelque chose comme ça, a-t-il finalement dit. Moi non plus, mais il s'avère que je suis plus forte que vous ne le pensiez tous les deux. Il a hoché la tête lentement et a suivi sa sœur. Je les ai regardés monter dans la voiture et s'éloigner. Je n'ai pas ressenti de tristesse. Je n'ai pas ressenti de soulagement. J'ai juste ressenti du calme. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé dessus. Mes jambes tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de l'adrénaline d'avoir enfin dit tout ce que j'avais à dire. Les jours suivants se sont déroulés dans une étrange quiétude. Mon téléphone n'a pas sonné. Il n'y a pas eu de message. Il n'y a pas eu de tentative de contact. C'était comme si mes enfants avaient décidé de mettre à exécution leur menace de disparaître de ma vie. Et étrangement, je ne me sentais pas vide. Je me sentais libre. J'ai commencé à construire une nouvelle routine. Je me réveillais quand mon corps le voulait, pas quand une alarme me forçait. J'ai pris le petit déjeuner lentement, savourant chaque bouchée. J'ai lu les livres que j'avais achetés des années auparavant, mais que je n'avais jamais eu le temps d'ouvrir. Je me suis inscrite à un cours de peinture au centre communautaire. J'ai rencontré d'autres femmes de mon âge, des femmes avec leurs propres histoires, leurs propres batailles, leurs propres victoires. Nous avons formé un petit groupe. Nous nous retrouvions le jeudi pour peindre et parler. L'une d'elles, Sonia Miller, m'a raconté sa propre histoire. Comment ses enfants l'avaient aussi utilisée pendant des années. Comment elle avait finalement dit « ça suffit » et comment, après une année difficile, ses enfants étaient revenus avec une attitude différente. Tous ne reviennent pas, m'a-t-elle averti. Certains ne comprennent jamais. Mais même s'ils ne le font pas, tu iras bien. Parce que tu te possèdes enfin toi-même. Elle avait raison. Un mois s'est écoulé, puis 2. Mars est arrivé avec ses jours plus chauds et ses nuits plus longues. Je vivais toujours ma nouvelle vie, calme, indépendante, en paix. Un mardi après-midi, j'étais dans mon jardin à planter des fleurs quand j'ai entendu le portail s'ouvrir. J'ai levé les yeux et j'ai vu Robert se tenir là, seul, les mains dans les poches. « Salut, maman. » J'ai retiré mes gants de jardinage et je me suis levé. « Robert, puis-je entrer ?» J'y ai réfléchi un instant. Puis j'ai hoché la tête. « Tu peux entrer. » Nous sommes entrés dans la maison.
Je lui ai versé de l'eau. Nous nous sommes assis dans le salon, le tableau de la femme regardant la mer veillant sur nous depuis le mur. Joli tableau, a-t-il dit. Je l'ai acheté lors de mon voyage. Il y a eu un silence gênant. Finalement, Robert a parlé. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, à la façon dont nous t'avons traité. Et tu as raison. Sa voix s'est brisée légèrement. Tu as raison sur tout. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Lucie et moi avons parlé de la façon dont nous dépendions de toi pour tout, de la façon dont nous ne t'avons jamais demandé comment tu allais, de la façon dont nous t'avons transformé en employé au lieu de te traiter comme notre mère. Il a essuyé ses yeux. Je suis désolé, maman. Je suis vraiment désolé. Les mots que j'avais attendus pendant des années sont finalement venus, mais je n'en avais plus besoin de la même manière. Ils ne définissaient plus ma valeur. Merci d'avoir dit ça, ai-je répondu calmement. Penses-tu que nous puissions recommencer différemment? Avec respect. Ça dépend de vous. J'ai déjà clairement établi mes limites. Si vous êtes prêt à les respecter, nous pouvons essayer. Il a hoché la tête. Nous les respecterons. Je le promets. Je ne savais pas si Amanda finirait par changer d'avis aussi. Je ne savais pas si les choses redeviendraient un jour complètement normales. Mais j'avais appris quelque chose de crucial. Ma paix ne dépendait pas de leur changement. Elle dépendait de ma fermeté dans ma propre valeur. Robert est parti au bout d'une heure. C'était une petite conversation prudente, mais c'était un début. Cette nuit-là, je me suis assise sur ma terrasse avec une tasse de thé et mon carnet. J'ai regardé les étoiles et j'ai pensé au voyage que j'avais entrepris. De cette conversation douloureuse que j'avais surprise en me cachant à ce moment de calme. J'ai ouvert le carnet et j'ai écrit, aujourd'hui, j'ai appris que lâcher prise n'est pas abandonner, c'est libérateur. J'ai appris que le véritable amour n'exige pas de sacrifice, mais un respect mutuel. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même. J'ai 67 ans et j'ai finalement découvert que la femme la plus importante de ma vie, c'est moi. J'ai fermé le carnet et j'ai levé les yeux vers le ciel. Je ne savais pas ce qui allait suivre. Peut-être qu'Amanda reviendrait. Peut-être pas. Peut-être que mes petits-enfants grandiraient en comprenant que leur grand-mère était courageuse. Ou peut-être ne comprendraient-ils jamais. Mais cela n'avait plus d'importance car pour la première fois depuis des décennies, j'étais entière. Non pas parce que quelqu'un d'autre me complétait, mais parce que je m'étais enfin trouvé moi-même. Et c'était suffisant.